Le débat de ce soir va porter sur les questions de sobriété, qui est un terme qui s'impose un peu à tous, à la fois comme un impératif moral face à la guerre en Ukraine, comme, je dirais, une manière de lutter aussi contre l'envolée des prix de l'énergie qui place énormément de ménages et d'entreprises dans de grandes difficultés, et puis aussi et peut-être surtout comme un moyen de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et un impératif dans la lutte contre le changement climatique. Et donc ce soir, nous allons un peu examiner les différentes facettes de la sobriété et comment ce terme, au fond, qui était encore raillé et moqué il y a un an à peine, est aujourd'hui au centre du débat public. Alors, l'enjeu du débat ce soir, c'est vraiment d'abord d'expliquer pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui de vivre dans une terre sobre, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette sobriété et essayer de comprendre quels sont les grands enjeux. Et donc, c'est aussi l'idée de faire un point sur où on en est au niveau planétaire, de comprendre ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux depuis quelques années, notamment en France, et comment on peut se projeter pour pouvoir s'adapter et mieux atténuer nos gaz à effet de serre. Donc, on vient de vivre une année très particulière. 2022 nous a montré à quel point on pouvait vivre 4 vagues de chaleur, des vagues précoces, des vagues tardives et surtout des températures hors normes. Donc, on est vraiment dans un contexte très particulier qui nous montre notre vulnérabilité, à quel point on est fragile face à la question climatique. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment on va pouvoir se préparer et en même temps chercher à atténuer notre futur. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec les lycéens, avec la population pour pouvoir partager ces moments ensemble. Bienvenue au Festival des solutions écologiques avec la région Bourgogne-Franche-Comté. On est très content d'être ici ce soir. On va se servir de l'eau un peu. Sobriété, ce mot n'a jamais été aussi présent dans la bouche de nos dirigeants et dans l'actualité. C'est la fin de l'abondance, comme dirait Emmanuel Macron. On voit bien qu'aujourd'hui, avec les crises environnementales et énergétiques, on est amené à interroger nos modes de vie. Et donc, d'où ce terme de sobriété. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière la notion de sobriété? On va en parler avec nos invités. On a donc Emma Aziza, qui est hydrologue, qui a créé un centre dédié à l'adaptation des territoires et qui anime aussi le podcast 1 degré de conscience. Et on a François Gemène, qui est politologue et qui a contribué à l'écriture du dernier rapport du GIEC sur l'adaptation. Alors d'abord, je voudrais savoir, pour vous, la sobriété, qu'est-ce que ça vous évoque? Emma Aziza. Alors, bonjour à tous. Je crois que la question de la sobriété, c'est faire face à un constat. Je crois qu'on a tous pris conscience, et d'autant plus cet été, qu'on était face à une situation particulière, peut-être même une nouvelle ère, quelque chose qui se joue. Si on regarde un petit peu l'année 2022 qu'on vient de vivre, elle est quand même très, très spécifique. On a eu 4 vagues de chaleur, des vagues particulièrement précoces, avant même le 21 juin, donc avant même le début de l'été, des vagues de chaleur particulièrement tardives, puisqu'on en a eu aussi une avec près de 40 degrés dans le Grand Ouest début septembre. Et puis surtout, on en a eu 4 successives, 4 qui nous racontent quelque chose, qui nous racontent à quel point on est vulnérable, à quel point il y a un pic dans la mortalité française cette année. Quand on compare, par exemple, le mois de juillet 2019 et 2020, on a plus 13%. Il y a quelque chose qui se noue et qui nous montre qu'on est vulnérable. Et donc, on est vulnérable face à des vagues de chaleur, on est vulnérable aussi face à la sécheresse. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on pensait, en fait, à juste titre, parce qu'on est plutôt un pays tempéré en France, finalement ne jamais vraiment manquer d'eau. On pensait que les premiers qui seraient sans doute touchés, c'était plutôt le pourtour méditerranéen.
Et puis on se rend compte qu'on peut avoir des 40 degrés en Bretagne. On se rend compte qu'on peut avoir de l'asphalte qui fond jusqu'en Grande-Bretagne avec des températures records. Et donc tous ces records qui s'accumulent nous racontent quelque chose. Et donc dans cette vulnérabilité, on est obligé de s'interroger sur nos modes de fonctionnement, sur à quoi nous contribuons finalement dans ce changement climatique global. Et là, eh bien, alors je vais parler peut-être à mon échelle de sobriété sur la question de l'eau. Parce que bien sûr qu'on peut agir à notre échelle, on peut diminuer nos consommations d'eau, on peut mettre ce que l'on appelle des mousseurs qui réduisent, ou des réducteurs de débit de douche. Ce sont des solutions assez simples, on peut récupérer l'eau de pluie, mais je crois qu'on doit surtout, et c'est comme ça que j'imagine un petit peu cette sobriété du cycle de l'eau, c'est essayer de repenser le cycle de l'eau en lui donnant une conscience, en essayant de comprendre à quel point il est essentiel, à quel point il joue un rôle clé. Et donc, ce qui se cache derrière l'eau, eh bien, c'est notre alimentation, c'est aussi notre énergie. Une grande partie de notre énergie a besoin d'eau pour être fabriquée. Et donc voilà, la question de la sobriété au sens de la question de l'eau, c'est celle-là, mais c'est aussi, j'ai envie de parler, pas que de l'eau de France, de l'eau de chez nous, de celle qu'on peut avoir à côté dans nos nappes phréatiques ou dans nos rivières, mais si finalement cette eau que l'on consomme à travers tout ce que l'on achète, à travers tous ces produits que l'on consomme, notamment que ce soit des champs de coton qui sont capables de venir finalement assécher des mers. Il y a la mer d'Aral qui a disparu par justement cette agriculture intensive dans les champs de coton. Donc en fait, il faut comprendre que ce qui se passe en Inde aujourd'hui, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe aussi en Californie nous concerne directement parce qu'on est directement relié à cette eau virtuelle que l'on ne voit pas et que pourtant on consomme tous dans notre quotidien. Et je crois que être sobre, c'est aussi s'interroger sur cette consommation qui nous oblige à un moment donné à chercher à freiner et à essayer de trouver un nouveau mode de fonctionnement pour finalement s'interroger sur ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. D'accord, merci. On va passer à François Gemène. Que vous évoque le terme de sobriété? Pourquoi c'est important? Moi, ça m'évoque d'abord un truc pas très sexy. C'est pas du tout un mot que j'aime bien. Je préfère nettement le terme anglais pour sobriété qui se dit sufficiency. Donc l'idée d'être suffisant, l'idée de se suffire à soi-même. Et je trouve que les images qui sont associées au terme de sobriété sont souvent des images d'un recul plutôt que d'un progrès. Et donc je préfère le terme de sufficiency, mais je pense que c'est une cause perdue et que sobriété s'est imposée maintenant dans le débat public. Ce que ça m'évoque, c'est effectivement la nécessité, comme Emma l'a dit, la nécessité de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est au fond suffisant pour bien vivre. La difficulté, évidemment, c'est qu'en termes de consommation, chacun va avoir une notion assez différente de ce qui est suffisant ou pas suffisant. Et je crois qu'il faut se poser la question vraiment de ce que la sobriété va pouvoir vouloir dire au niveau collectif et au niveau de la société. Et moi, je suis parfois un peu inquiet de la manière dont le concept de sobriété, pour le moment dans le débat public, semble uniquement s'appliquer aux citoyens et aux individus. Et où on a, par exemple, les membres du gouvernement qui arrivent avec des pulls à col roulé, des doudounes un peu ridicules et honnêtement pas très flatteuses, qui, moi, me font mettre en réaction un costume d'été gris clair, simplement parce que j'ai une sorte de répulsion presque pavlovienne à cette idée que la sobriété soit uniquement ou repose uniquement sur des comportements individuels. Alors bien entendu, il y a des comportements individuels qui vont devoir être mis en place. Et je pense qu'en fait, c'est des comportements qui vont se mettre en place naturellement, vu l'envolée des factures énergétiques. Je pense que beaucoup de gens, sauf ceux vraiment qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres, vont s'appliquer à eux-mêmes des efforts de sobriété, ne serait-ce que pour pouvoir assumer le coût de leur facture de gaz ou d'électricité. Et puis, au-delà des comportements individuels, je pense qu'il y a une vraie question qui est la question des politiques publiques
en matière de sobriété, que ce soit de la sobriété énergétique, de la sobriété comment est-ce qu'on dirait, hydrologique, en termes de consommation d'eau, ou de sobriété en termes de consommation en général. Et là-dessus, on n'est absolument nulle part. Et moi, je suis vraiment inquiet. Autant je suis content que ce terme de sobriété, qui, il y a encore un an, était volontiers moqué ou raillé, se soit désormais imposé. Tabou chez les politiques souvent. Tabou chez les politiques souvent. Autant je suis content que ce terme se soit imposé dans le débat public, tout en regrettant qu'il ait fallu des événements aussi dramatiques que la guerre en Ukraine pour que ce soit le cas. Autant je ne voudrais pas que ce terme soit réduit à des efforts individuels à fournir par chacun et à ce que ça soit une façon de dédouaner les pouvoirs publics de leurs responsabilités en matière de sobriété, à la fois de sobriété symbolique, je pense notamment à tout le décorum qui entoure les institutions politiques, mais aussi en termes de bâtiments publics, en termes de rénovation thermique des logements. C'est aujourd'hui un impératif absolu en France pour ce qui est de la sobriété énergétique, et pourtant on est nulle part ou quasiment nulle part. Je crois qu'on a rénové 60 000 bâtiments l'an dernier. Ça veut dire qu'au rythme actuel, il nous faudrait plus d'un siècle pour rénover tous les bâtiments qui ont besoin de rénovation en France, que ce soit des bâtiments publics ou des logements privés. Emma et Ziza, vous disiez que la gestion de l'eau et plus de sobriété dans l'eau, en fait, finalement, ça croise beaucoup de secteurs. L'agriculture, le secteur de l'énergie. Concrètement, par exemple, en agriculture, comment est-ce que l'agriculture peut être plus sobre en eau? Alors, l'agriculture, c'est une vraie question. Je vais parler au niveau mondial et au niveau local. Au niveau local, le vrai problème de l'agriculture et la manière dont elle s'est transformée massivement dans la période d'après-guerre, c'est que, en fait, on a, j'ai envie de dire, rasé des collines entières que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui soumises à du soleil, à de l'albédo. Et on imagine bien qu'à un moment donné, quand on vit des périodes qu'on a eues comme cette année, ce qu'on appelle anticycloniques, c'est-à-dire avec des périodes de beau temps récurrents, on a ce soleil qui va à un moment donné frapper et qui fait que sans ombre, sans haie, sans moyen pour justement conserver cette eau, eh bien cette eau finit par s'évaporer massivement. Et donc je crois que c'est une vraie question. Et la question qui se pose et que moi j'ai remarqué en tous les cas cette année, qui est quelque chose de tellement nouveau pour nous, c'est quelque chose qu'on étudiait dans d'autres pays, des pays semi-arides ou arides, c'est vraiment le fait d'avoir des débuts de guerre de l'eau. C'est-à-dire que d'un seul coup, le fait d'avoir moins d'eau vient réveiller en réalité tous ces utilisateurs autour de l'eau. J'imagine que vous avez tous dû voir ce lac de Serre-Ponçon quasiment à sec. Hein. À l'heure où on parle, il est à moins 17 mètres par rapport à son niveau habituel. Eh bien, en réalité, ce lac de Serre-Ponçon, qui est un lieu plutôt en fait de tourisme et donc qui accueille une économie touristique extrêmement forte, eh bien, ce lieu-là se retrouve confronté à son objet premier à la base, puisque c'est un barrage. Et donc, en fait, ce barrage a dû s'arrêter, donc ne plus fournir de l'électricité. Et à la fois, toute l'économie locale s'est construite aussi à l'aval, parce que nous avons justement énormément d'agriculteurs. Et ces agriculteurs qui consomment et qui produisent massivement du maïs. Alors, le problème du maïs, il est très simple. C'est que c'est une graminée tropicale qui n'a pas de racines profondes et qui ne peut être alimentée qu'en surface par de l'irrigation. Donc, qui ne peut pas être alimenté en attendant de la pluie. En fait, le maïs a besoin d'eau et un maximum d'eau au mois d'août, le moment où on n'en a plus. Et donc, ce qui était valable dans la période d'après-guerre, dans ce développement et déploiement massif, eh bien, l'est peut-être un peu moins aujourd'hui parce que il y a des situations, en fait, il y a des types de cultures qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec les températures que l'on a. Et donc, ça doit nous interroger. Et ce qui doit nous interroger, c'est pas le fait de dire ah ben, on enlève tout le maïs et finalement l'affaire est réglée. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'on s'est rendu extrêmement dépendant de ce maïs. Le maïs, c'est le maïs de nos papiers, puisque du coup l'industrie de nos papiers en a besoin. C'est le maïs qui est utilisé dans les cosmétiques, il est utilisé dans nos emballages, il est utilisé bien entendu massivement aussi
pour le fourrage du bétail. Mais vous voyez qu'il y a à un moment donné tellement de questions qui se posent et surtout tellement d'interdépendance que c'est très compliqué de changer le système et de basculer sur autre chose. Et donc, je prenais cet exemple du lac de Serponçon parce que pour moi, c'est une image qui nous montre en réalité une ressource en eau qui est contrôlée par l'homme, qui est gérée, mais qui fait face à de nombreux utilisateurs. Et donc cette année, on a géré la crise. On a privilégié certains utilisateurs que d'autres. L'année prochaine, qui est-ce qu'on choisira? Et donc je crois que ce sont des questions qu'on doit se poser si on doit regarder notre futur et si on veut un minimum essayer de prendre part, de récupérer au moins notre pouvoir sur le futur qu'on veut construire. Ce sont des choses qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble collectivement, territoire par territoire, et qu'on décide ensemble finalement de à qui ira cette eau lorsqu'on en aura moins. Et même si actuellement on a eu des passages orageux et on a effectivement eu pas mal de salves de pluie, on a un peu l'impression que l'histoire est terminée. Et le problème, c'est qu'on en est très loin puisqu'on a encore beaucoup de villes qui risquent d'être en rupture d'alimentation en eau potable dans les mois qui viennent parce que justement l'eau ne tombe pas partout en France et il y a encore des zones qui ont continué à souffrir de ces sécheresses. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, avec toutes les crises successives de l'eau, avec la sécheresse, avec la crise énergétique, on atteint un peu nos limites, justement, planétaires. En termes de ressources, on s'est beaucoup habitué à l'abondance. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la sobriété, on peut régler plein de problèmes en même temps. C'est-à-dire que c'est bon pour le climat de moins consommer. Et c'est aussi en consommant moins qu'on peut aussi contribuer à régler la crise énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, François Gemène? Je donne quelques chiffres qui donnent la mesure de la nécessité de cette réduction. Aujourd'hui, quand on regarde la totalité de l'énergie qui est produite dans le monde, donc la production primaire d'énergie, 84% est produit à partir d'énergies fossiles, de charbon, de gaz, de pétrole. Le nucléaire représente 4% au niveau mondial, les renouvelables représentent 11%. Donc déjà, le tableau n'est pas joli puisque dans le total, on n'a que 15% d'énergie bas carbone, quoi que vous pensiez du nucléaire. Et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, même si je sais que c'est un débat qui passionne la France. Le problème, c'est que il y a 20 ans, en 2000, c'était 86% du mix énergétique mondial qui était produit à partir d'énergie fossile. Ça veut dire que sur 22 ans, malgré les rapports du GIEC, malgré Make Our Planet Great Again, malgré Jean-Marc Jancovici, malgré Greta Thunberg, malgré toutes les alertes, on a réduit la part des fossiles dans la production mondiale d'énergie que de 2 malheureux %. Comment est-ce que c'est possible alors que le nucléaire s'est développé et surtout que les renouvelables ont connu une expansion stratosphérique avec un potentiel énergétique qui était démultiplié, des coûts qui se sont effondrés? Simplement parce que ces énergies bas carbone, en fait, elles n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, mais elles se sont ajoutées, superposées aux énergies fossiles pour satisfaire notre surplus de consommation d'énergie. Et donc, tant qu'on sera dans une sorte de logique permanente de surplus de consommation d'énergie, jamais les énergies bas carbone ne vont remplacer les énergies fossiles parce qu'elles s'ajouteront toujours pour satisfaire notre surplus de consommation. Et la tragédie dans cette affaire, c'est que plusieurs pays, et même la plupart des pays, vont devoir, à l'avenir, augmenter leur consommation d'énergie. Parce que vous ne pouvez pas condamner des pays qui sont aujourd'hui des pays émergents ou des pays en développement, vous ne pouvez pas les condamner à rester dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas condamner des populations à continuer à vivre sans électricité. Et donc il va falloir, pour se développer, que ces pays augmentent leur consommation d'énergie. Ça veut dire que nous, il faut absolument que nous parvenions à la baisser. Et il faut pouvoir aussi, je crois, dire qu'une des raisons pour lesquelles nous devons être plus sobres en matière de consommation d'énergie, d'eau ou d'autres ressources, c'est aussi pour que d'autres puissent augmenter leur consommation de ces ressources. C'est une vraie question de distribution et d'allocation de ces ressources à l'échelle mondiale. Et donc, en matière d'énergie, tant qu'on n'arrivera pas à diminuer notre consommation, ça ne pourra pas marcher. Et on va rester en échec. Et donc, comment la diminuer? Ça va être affaire de sobriété, et donc affaire de comportement individuel un peu, de politique publique beaucoup,
et ça va être aussi affaire d'efficacité énergétique, c'est-à-dire de progrès, de technologie et de recherche. Comment arriver au même résultat en utilisant moins d'énergie. Et souvent, dans le débat public aujourd'hui, on a tendance à opposer les deux et à dire « Ah là là, c'est pas la technologie qui va nous sauver, il faut faire la sobriété », ou d'autres qui vont dire « Oh là là, la sobriété, c'est le retour à l'âge des cavernes et c'est le progrès qui va nous sauver ». En réalité, on n'a plus le loisir aujourd'hui de choisir entre sobriété et efficacité énergétique. On va avoir besoin des deux. Merci François Gemène. Peut-être qu'on va passer aux premières questions du public pour vous laisser le temps. Sur quoi on marche? Sur quoi on se déplace en ville? Sur des surfaces immenses, dans toutes les villes du monde. Vous marchez sur du bitume, sur du béton. Vous avez imperméabilisé, étanchifié tous vos sols. Ça, vous ne pouvez pas recharger vos nappes phréatiques comme ça. Il n'y aura pas de filtration par le sol. Et du coup, vous allez développer la chaleur. Je pense que quand on parle d'eau, on parle nécessairement de cette manière dont l'eau va être accueillie par le sol. On parle même de réponse hydrologique à la pluie. Et donc cette réponse, elle ne peut se faire qu'en fonction finalement de ce qui va recevoir cette eau. Et donc vous avez raison, tout comme nous, on a un microbiote, et sans ce microbiote, on n'est peut-être pas grand-chose. Eh bien, effectivement, ce microbiote des sols est absolument essentiel et fondamental. Et j'essaye d'en parler aujourd'hui à qui je peux en parler pour qu'on puisse essayer d'entendre à quel point la première des choses à faire dans cette adaptation, en tous les cas, c'est vraiment d'abord de retrouver des sols vivants. Et j'aimerais juste par contre revenir sur un point que vous avez évoqué, où vous m'avez dit « en France, on ne manque pas d'eau ». Eh bien, j'ai envie de vous dire, en France, on ne manquait pas d'eau. Parce que je suis, depuis 18 ans à peu près, toutes les sécheresses et les inondations qui peuvent se dérouler en France. Et j'ai vraiment vu une cassure en 2017. Quelque chose de très net arrivé, avec une première année 2017 où la sécheresse s'est arrêtée le 26 décembre. Et on a basculé en l'espace d'une semaine dans les inondations de la Seine. En 2018, on a démarré l'année avec 30% d'excédent d'eau dans nos nappes phréatiques. On était persuadés finalement de ne jamais manquer de cette eau. Et c'était sans compter l'arrivée de périodes sans pluie et de périodes avec des températures toujours plus extrêmes. Et puis, les choses se sont accélérées. On a vu le mois de juin 2019 qui nous a raconté une nouvelle France. Quand on a 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le Gard, on doit se poser des questions. Et donc, ce qui est en train d'arriver au fur et à mesure du temps nous raconte quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de vous dire, oui, nous recevions à peu près 512 milliards de mètres cubes d'eau en France chaque année. Et donc, on n'avait pas tellement de questions à se poser sur les différents utilisateurs. Maintenant, les utilisateurs, on les voit beaucoup plus. Et donc, la question, c'est effectivement comment nous, on récupère notre pouvoir, à un moment donné, sur nos terres. Eh bien, je crois que le seul moyen, c'est peut-être de consommer moins, mais de consommer mieux et de favoriser ces agricultures, justement, qui permettent cette régénération des terres et ces agricultures conservatives. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que parfois c'est cher, parce que parfois les gens n'ont plus appris à cuisiner. Et donc, du coup, c'est une nouvelle éducation qu'il faut aussi recréer. Et il faut remettre de la conscience dans ce que l'on fait et comprendre qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est toute une chaîne que l'on décide d'acheter et que l'on cautionne. Voilà. Moi, j'aimerais savoir ce que vous feriez, ce que vous diriez aujourd'hui à nos jeunes pour leur expliquer le sujet, parce qu'il y a effectivement un sujet climat, mais il y a un sujet qui est bien plus profond, bien plus global, autour du vivant en général, de notre rapport au vivant. La question, pour moi, n'est pas vraiment comment on produit l'énergie, mais qu'est-ce qu'on fait de cette énergie, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble. Et donc, je suis sûre que vous avez des idées sur ce qu'il faudrait dire à nos jeunes aujourd'hui. Et comme moi, je suis enseignante en lycée, ça m'intéresse énormément. Je vous remercie. Merci. Alors, effectivement, j'ai créé une association il y a 12 ans, en parallèle du centre, qui derrière accompagne les enfants alors c'est plutôt du CE2 jusqu'à la 5e. On fait quelques interventions au lycée. Ce que j'ai cherché surtout dans les programmes pédagogiques qu'on a montés, c'est à montrer aux enfants que le changement climatique et la question du climat, ça se réduisait pas à un ours blanc et un iceberg, déjà. Et si au moins de commencer à réfléchir ensemble, de commencer à comprendre à quoi on contribue et surtout de montrer peut-être autre chose que simplement cette anxiété de se dire « Ah bah ça y est, c'est la fin ». Non, c'est jamais la fin. À partir du moment où nous, on n'accepte plus d'agréer un système, eh bien ça ne fonctionne plus. Regardons l'application Yuka. À partir du moment où elle existait, il y a des systèmes entiers qui ont dû se remettre en question dans leur formulation. Et je crois qu'on doit reprendre ce pouvoir-là à notre échelle. C'est essentiel. Et comprendre qu'on l'a, et souvent on ne le sait pas. Voilà.
Alors ma question, ne faut-il pas tout de suite parler de décroissance, de travailler sur un projet politique basé sur le concept de la décroissance et revoir ainsi radicalement notre modèle économique? Merci. C'est effectivement la sobriété, singulièrement en matière énergétique pour ce qui concerne le climat, est un impératif. Comme je le disais, est-ce que c'est un cheval de Troie, et je ne le dis pas péjorativement, est-ce que c'est un cheval de Troie de la décroissance, une manière finalement d'amener dans le débat public l'idée qu'il faudrait une forme de décroissance économique? C'est possible. La difficulté avec la décroissance ou même avec la sobriété, c'est que c'est un concept qui ne peut pas s'appliquer de la même manière à tous les pays du monde, ni à toutes les personnes dans une société. Ce n'est pas possible d'aller parler de décroissance aujourd'hui en Inde ou au Nigeria, par exemple. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, je crois, c'est une question redistributive, c'est-à-dire qui doit diminuer pour que d'autres puissent augmenter à leur tour. Et sur la question de la croissance, je crois qu'effectivement nous sommes aujourd'hui prisonniers d'un imaginaire et d'un modèle économique, et l'un renforce évidemment l'autre, qui sont fondés sur une idée d'accumulation permanente. Et je crois que tant, et on en parlait un peu avant la conférence, tant que les indicateurs économiques de la prospérité d'une société seront des indicateurs strictement quantitatifs, le PIB pour une société, le chiffre d'affaires pour une entreprise, je pense qu'on ira dans le mur. Et que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir de quoi est-ce que nous voulons la croissance. Est-ce qu'on veut juste une croissance du PIB ou du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on veut une croissance du bien-être de la population, de la satisfaction au travail des salariés d'une entreprise? Est-ce qu'on veut une augmentation de la croissance, de l'impact social ou environnemental d'une entreprise? Et je crois que vraiment aujourd'hui, un des principaux défis que nous avons, c'est d'avoir des indicateurs de croissance qui ne soient plus seulement quantitatifs, mais qui soient aussi qualitatifs. On arrive à la fin du débat. Merci beaucoup d'avoir été là. La salle était pleine. Merci encore à la région. Ça, oui, voilà. Non, la question c'est est-ce que vous êtes satisfait du débat? Voilà. Est-ce que c'était qualitatif, aussi qualitatif que quantitatif? Et merci à nos intervenants, Emma Aziza et François Jumel. Chauffez-moi la salle aussi. Voilà. Merci pour le chauffage. Merci.